Qu'est-ce qui est mieux, le diplôme ou la certification? Tous, merci Amel de me donner cette opportunité de parler. Merci à tous ceux qui suivent. Merci Amel, merci pour l'invitation. Bonjour à tous. Je suis Edith Flore Chimusakam, maman, je suis entrepreneur et à la base j'ai une formation en réseau et je me suis spécialisée en cybersécurité. Bon, est-ce qu'aujourd'hui tu recommanderais à un parent, donc tu es aussi parent, est-ce que tu recommanderais à un parent de mettre son enfant à l'informatique, vraiment de pousser son enfant à faire l'informatique? C'est pas seulement une recommandation, mais c'est une obligation pour tout le monde. Oui, il faut déjà initier les enfants à la technologie le plus tôt. Okay. C'est une obligation. C'est pas aujourd'hui, il y a deux compétences qui sont indispensables. Il y a la maîtrise des algorithmes. Ça va devenir pour tous les autres. Ça veut dire que même pour ceux qui sont dans le secteur financier, le secteur administratif, la médecine, il faut comprendre les algorithmes. Sinon, on devient le produit. Et d'un autre côté, il faut comprendre les architectures. Parce que les deux vont ensemble, en fait. Il faut préciser, quand tu dis architecture, là, nous on voit les gens qui construisent, qui créent les maisons. Hein. Pour nous expliquer un peu de quoi. Alors, dans l'algorithme, ça c'est tout ce qui est comment l'algorithme, c'est comment communiquer avec, interagir avec la machine, avec l'ordinateur, si vous voulez. Et comment lui donner des instructions de manière assez précise. D'accord. Ah, c'est bon. Les architectures, c'est comment sont constitués ces systèmes-là. Comment ils sont constitués en fait, que ce soit les ordinateurs, que ce soit les téléphones, que ce soit les infrastructures réseau. Donc, ces deux compétences-là commencent à être indispensables, comme des prérequis pour tout le monde. Bon, maintenant, selon le profil, à des échelles différentes. Et pour ça, il faut que dès le primaire, que les parents initient les enfants à la technologie. Et normalement, les écoles, les institutions déjà doivent mettre à niveau leur programme. Et ça fait même partie des projets que nous portons, travailler avec des institutions pour les aider à mettre, parce que nous avons suffisamment de contenu. Nous avons un catalogue aujourd'hui d'environ 1000 formations dans les différents domaines. Et nous sommes en train de nous approcher des institutions pour que ces programmes profitent à un plus grand nombre de personnes. Ok. Bon. Autre question aussi. Bon, maintenant, ça c'est pour les jeux et tout. La première question, c'est de savoir qu'est-ce qui est mieux, le diplôme ou la certification? Ça, c'est une très bonne question. Alors, ça dépend. Ça dépend. Il faut faire la distinction entre la formation académique et la formation au métier. La formation académique va donner des compétences générales, mais ça ne forme pas un métier. Même dans le domaine de l'informatique. Ok. Ça ne forme pas au métier. Ça va donner des compétences générales. Des personnes, par exemple, qui vont faire des cursus d'ingénieur en... Je dis n'importe quoi. Je reste dans le cadre de l'informatique, qui est celui que je connais. Ingénieur réseau. Ingénieur réseau. Ils auront des connaissances très générales. Ils savent qu'il y a un réseau qui existe, comme on a différents types de réseaux, mais en termes d'implémentation et tout ça, ils seront butés. C'est vrai que normalement, les écoles devraient résoudre ce problème, mais bon, la formation académique donne des connaissances générales. Alors, les certifications permettent de préparer au métier. Donc, les deux sont importants. Donc, il faut combiner les deux. Oui, il faut combiner les deux. Il vaut mieux combiner les deux. Ok. Et puis maintenant, ce que toi tu as fait, par exemple, la reconversion. Comment on fait pour savoir qu'il est temps de se reconvertir et quelle est la meilleure manière de réussir ce processus-là? Alors, je crois que il faut commencer par se poser de bonnes questions. Pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi est-ce que j'ai été créé? Pourquoi je suis là? Quelle est ma contribution à la société? Ça commence par là. Parce que généralement, les gens essaient de trouver des domaines qui rapportent rapidement de l'argent, mais qui vont se décourager rapidement lorsque ça arrive. Donc, il y a des modèles qui sont proposés où on va aligner le talent
le talent, à la passion et à la résolution d'un problème dans l'environnement. Qu'est-ce que je veux apporter? Bon, ça commence par ça. Moi, j'avais envie de contribuer d'une certaine manière à... Au départ, c'était pour les communications. Je me disais que là-dedans, si je comprends bien, je pense que je peux y contribuer d'une certaine manière. C'est après que j'ai compris que c'était comme il fallait que je fasse ce passage difficile pour pouvoir montrer aux autres, voilà comment on fait. Donc moi, pour moi, ça a été ça le chemin. Donc, il faut se connaître, il faut savoir pourquoi on est là, pouvoir identifier ce qu'on voudrait pouvoir apporter. Assez régulièrement, on va se poser des questions des questions sur l'orientation et ça doit commencer assez tôt. Et les parents doivent commencer avec les enfants, commencer à observer l'enfant, comment il fonctionne et tout ça, qu'est-ce qu'il aime, quels sont les jeux qu'il attire, et même choisir les jouets qui sont appropriés, qui correspondent à ce à quoi l'enfant s'intéresse. C'est vrai aussi qu'on va recommander d'exposer l'enfant à plusieurs environnements et après, on voit ce qui l'intéresse le plus. Donc, se poser la question pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on voudrait pouvoir apporter et qu'est-ce qui va nous permettre véritablement d'accomplir en fait cette mission de vie, parce que répondre à ce qu'on voudrait apporter, c'est pouvoir identifier sa mission de vie et une répondre. Et pour pouvoir répondre à une mission de vie, il faut forcément avoir des formations complémentaires et identifier quel est le profil, quel est soit le cursus académique ou les certifications qui vont nous permettre véritablement d'être suffisamment outillés pour accomplir cette mission de vie. Et pour ça, on a vraiment besoin d'être accompagné. C'est vrai qu'on peut rechercher des informations, mais à un moment donné, il faut se rapprocher des professionnels pour savoir identifier tous ces éléments. Pour pouvoir faciliter cette reconversion-là. Oui, la reconversion. La reconversion, c'est un processus assez délicat. Ça nécessite beaucoup de discipline. Ça nécessite énormément de discipline. À la base, je suis très curieuse, j'aime la lecture. Donc, pour moi, ça n'a pas été... C'était pas un effort pénible. J'étais passionnée, j'aimais le faire, j'aimais passer des nuits à lire, jusqu'à maintenant, je le fais parce que quand on est dans l'informatique, on est dans un processus d'apprentissage permanent. Donc, il y a des moments où je passe toute la nuit à lire, à apprendre quelque chose parce que je veux comprendre comment ça fonctionne. Et ça, il faut aimer. Si on n'aime pas, il faut réfléchir avant de... Si on n'aime pas lire, avant de penser à une reconversion. Exactement. Ou alors se dire que c'est quelque chose qu'il faut acquérir. Quelle est la clé d'une reconversion réussie? Alors, c'est l'alignement. C'est-à-dire? L'alignement. L'alignement, c'est l'alignement entre ta conviction personnelle, l'ensemble des modules de formation qu'on a suivis et ce qu'on gagne. Ok, ce qu'on gagne, c'est-à-dire financièrement? Bien sûr. Si à la fin, non, il faut dire vrai, si à la fin on ne gagne rien, il y a un problème. Non? Puisqu'il faut vivre. Oui, bien sûr. Puisqu'il faut vivre, et il faut que tout ça s'accorde. Ça veut dire que lorsque on a identifié que ceci est ma mission de vie, on a pris le temps d'apprendre, d'apprendre tout ce qu'il faut apprendre, compétences techniques, compétences non techniques également, et qu'on finit par exercer, soit en tant qu'employé, en tant qu'entrepreneur dans un domaine, et qu'on gagne sa vie. Au moins, on a réussi. Ok. Et est-ce que toi, en tant que, je vais même plus dire entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, tu penses que tu as réussi à ton niveau ou bien tu te dis que c'est pas encore ça? Je pense que je suis sur le chemin, il y a encore des choses à faire. Mais j'ai trouvé la voie en fait. Ah, tu as trouvé la voie. Oh, ok, tu as trouvé ta voie. Oui, j'ai trouvé ma voie. Je dirais dans une certaine mesure que j'ai réussi parce que j'ai accompagné beaucoup de personnes. Je crois que quand je fais le compte, j'ai accompagné des centaines de personnes. Ok. Il faut peut-être que je m'asseye pour compter, pour compter tout ça parce que ça fait longtemps quand même. Ok. Et j'ai véritablement accompagné des personnes à trouver leur voie, à rentrer dans un domaine qui leur plaît, dans lequel ils ont des outils pour ça. Ok, félicitations à toi. Et des gens comme toi, on en a de plus en plus besoin. Et je rappelle, ceux qui ne savent pas, que tu es membre de l'équipe d'Anka en tant qu'accompagnatrice. Voilà, accompagnatrice dans des domaines bien précis, notamment tout ce qui concerne le destin, l'amour et la spiritualité aussi. Donc, pour revenir à ce qui nous rassemble aujourd'hui, j'aimerais maintenant aborder un sujet. C'est vrai qu'on en a un peu parlé, mais
sous un autre angle maintenant, en tant que je dis quoi, chef d'entreprise, non plus en tant qu'entrepreneur, mais en tant que chef d'entreprise, est-ce que c'est facile pour une femme dans notre environnement, dans l'environnement camerounais? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est plus facile pour une femme? Parce que nous, on se dit, vu de l'extérieur, on dit que les femmes ont beaucoup plus de facilité que les hommes. Ah bon? Hein? Mais est-ce que toi qui es dedans, est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est plus facile pour une femme? Bon, pour répondre à est-ce que c'est plus facile pour une femme, il faut que j'ai été un homme à un moment. Alors, donc, je vais tout simplement répondre à la question, est-ce que c'est facile pour une femme? Je dirais non. Je dirais non parce que il y a des stéréotypes. Ok. Il y a des stéréotypes qui viennent de notre culture. Moi, je suis de l'Ouest, où la femme, dans la culture, dans l'éducation, on te fait pour le mariage. On ne te fait pas pour autre chose. C'est pour le mariage, pour t'occuper de la maison, des enfants, tu n'as pas à préparer, tout ça, c'est qui est bien. Mais ce qui, à un certain moment, je pense, conditionne un peu le regard que les autres ont sur toi. Oui, ça fait que généralement, quand les gens te rencontrent la première fois, c'est que tu es madame. Voilà. Donc, il faut répondre à cette question-là. Donc, il y a ça. Il y a aussi que je me suis retrouvée dans un domaine qui était pour les hommes. Mais ça, par contre, je pense que ça a été un avantage pour moi. Ah bon? Oui, ça, par contre, oui. Pour la petite histoire, quand je suis au Congo-Brazza, il y a mon chef qui va en congé et je dois le remplacer. On travaille avec une entreprise télécom et c'était des Pakistanais. Vous savez que les Pakistanais, beaucoup sont musulmans. Et quand le chef annonce que je dois le remplacer, ils disent, what? A girl? Donc, surpris. Oui, ça fait que pendant un bon bout de temps, il venait régulièrement au bureau quand le chef était là pour qu'on fasse les points. Mais une fois que j'ai pris le truc, c'était par mail. Il ne voulait pas de contact. Et la femme savait qu'il fallait leur prouver. Et ça fait qu'à un moment donné, il y avait une crise et il fallait échanger avec eux. Et justement, la qualité de l'échange a été telle qu'ils ont été impressionnés. Et ça... Donc, moi, ça a été à mon avantage parce que je me suis généralement retrouvée en position de il faut que je fasse mes preuves. Ok. Il faut que je fasse mes preuves. Alors, d'un autre côté, je parlais de la culture, peut-être qu'il faut que je le mentionne. Notre culture, en quelque sorte, qui fait de la femme, ou alors qui en guillemets, fait de la femme quelqu'un qui est fait pour le mariage, limite un peu la femme. Ça fait que souvent, elle a son potentiel. Oui, tu peux faire ça, mais bon, quand tu vas te marier, tu vas faire comment? Il faut d'abord que tu vois ça. Ça fait que ça a souvent tendance à limiter. Et c'est quelque chose qu'il faut dépasser. Donc, qu'est-ce que je peux mentionner d'autre? La femme peut facilement, je pense que la femme, de par son intuition, devient facilement leader stratégique. Oui, devient facilement leader stratégique. Lorsqu'elle veut prendre des décisions, elle a cette capacité à pouvoir analyser tous les angles quand elle parvient à dépasser le côté émotionnel. Comme on dit chez nous, la femme mélange tout. Et dans ce mélange tout là, ça peut être positif. Ça peut être positif comme ça peut être négatif. Ça fait que si elle parvient à sortir de ses émotions, parce que la femme facilement peut s'emporter, si elle parvient à sortir de là et de se dire, ok, je vais analyser, elle a cette capacité à voir tous les détails qui lui permettent de prendre la bonne décision. Ok. On voit ça avec toi. Ok. Parce que c'est généralement... C'est une question qui revient de temps en temps. On est surpris. Moi-même, j'étais surpris de savoir qu'il y a une femme chef d'entreprise. Bon, on s'est dit, ah oh. Mais parlant d'autres choses, je peux changer un peu. J'aimerais qu'on parle. Tu as évoqué ça, mais tu n'es pas entré en profondeur. C'est l'IA. Okay. Aujourd'hui, vraiment, moi, j'ai vu le film Matrix. J'ai dit, bon, là, j'ai vu Terminator. Je me suis dit, bon. Mais quand je vois l'IA, je me dis qu'on est en train d'aller vers ça. De manière vraiment de base, je me dis qu'on est en train d'aller vers ça. Moi, j'aimerais donc que tu, de ton point de vue en tant qu'expert dans le domaine, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça va nous apporter? Qu'est-ce que ça nous apporte? Parce que je pense que est-ce qu'il faut craindre l'IA? Ok, alors... est-ce qu'il faut craindre, je commence par la dernière question, est-ce qu'il faut craindre l'IA? Je dirais oui et non.
parce que le problème à résoudre à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est celui qui conçoit. Quelle est son intention? Le deuxième niveau, c'est au niveau de ceux qui acceptent que ce soit utilisé. Il faut un certain nombre de cadres, non? Et pour ça, il est nécessaire que les institutions, que les gouvernements et tout ça prennent des mesures. Il faut également que les parents vérifient un certain nombre de choses avec les enfants. Alors, l'IA, c'est quoi? C'est, je vais dire, ce n'est pas autre chose que de l'informatique, mais c'est de l'informatique avancée, tout simplement, où on a des choses qui peuvent se faire automatiquement. On a l'IA générative qui va permettre de produire des textes. Ce qui fait la force de l'IA, en fait, ce sont les données. Comment ça marche? En fait, c'est que pendant longtemps, on a produit des contenus. Les gens ont communiqué. Les gens ont envoyé des données sur Internet, stocké des données sur Internet. Il y a eu des communications, les gens ont envoyé des vidéos et tout ça. Il y a eu des émissions et tout sur Internet. Donc, tout ça a constitué des données. Et ces données-là n'étaient pas exploitées. Alors, l'IA, c'est tout simplement un algorithme qui a la capacité d'aller fouiller dans des données qui existent pour nous donner des résultats. Ah, ok. C'est tout. Oui, parce que nous, on voit ça comme quelque chose de... Oui. Donc, il a la capacité... Bon, c'est vrai que ça a plusieurs niveaux, mais pour le dire de manière simple. Donc, et c'est comme l'IA, en fait, c'est comme un réseau de neurones. Donc, il va réfléchir un peu comme le cerveau. Il va aller chercher ça. Il pourra faire des... Et il faut également savoir que la réponse que te donne l'IA n'est pas toujours correcte. Ok. Elle n'est pas toujours correcte, il faut faire attention. D'accord. Puisqu'elle dépend des données qu'elle a. Si elle a de fausses données, les résultats qu'elle te donnera seront faux. Ok. D'accord. Donc, ce qu'il faut la force de l'IA, ce sont les données. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. J'ai dit ce qu'est l'IA. J'ai dit est-ce qu'il faut craindre le problème à résoudre à plusieurs niveaux. Il y a un aspect qui est important. Là, il faut craindre l'IA, c'est parce que nos institutions ne prennent pas le devant sur les choses, où on consomme ce qui vient de l'extérieur. Il n'y a pas une certaine souveraineté numérique africaine. Encore moins au Cameroun. Je crois que les autres pays essayent jusqu'à un certain moment de résoudre ça. Aujourd'hui, on a la capacité de développer nos propres IA et tout. Donc, il est important que les institutions mettent en place un certain nombre d'environnements qui nous permettent de contrôler ce qui est conçu et ce que ça produit comme résultat. Là, on pourrait dire qu'on n'a pas à craindre l'IA. Ok. Mais si on continue à consommer ce qui vient de l'extérieur, ce qui vient d'ailleurs, ça doit être fait sous le contrôle des éducateurs. Ok. Et il y a un autre phénomène que j'ai observé, c'est celui de la robotique. Dernièrement, il y a de plus en plus, si les gens cherchent un peu, ils vont trouver, il y a des vidéos ou bien il y a des robots humanoïdes qui sont opérationnels et qui sont fonctionnels même. Au départ, on voyait seulement ça dans les films, mais aujourd'hui, je parlais tout à l'heure de Matrix, de Terminator, tout ça. Aujourd'hui, c'est de plus en plus réel. Mais est-ce qu'il faut craindre ça ou bien alors c'est une opportunité incroyable pour l'humanité? Je dirais, peut-être pour revenir à la première question et répondre à celle-ci, l'IA, c'est comme un couteau. Un couteau, c'est un outil. On peut l'utiliser à la cuisine pour éplucher, comme on peut l'utiliser pour blesser quelqu'un. Tout est dans l'intention de celui qui utilise le couteau. D'accord. Encore l'IA, ça va plus loin. Tout est dans l'intention de celui qui a conçu. Quelles sont les instructions qu'il a données à ce robot? A priori, ce sont des solutions qui sont formidables, qui sont utiles. On voit aujourd'hui des créateurs de contenu où tu n'as plus besoin de t'asseoir pendant des heures pour rédiger un texte. Tu demandes de te générer un texte que tu relis. On voit des musiques qui sont créées avec l'IA. On voit même ces robots-là qui peuvent être des assistants pour des personnes qui ont de la mobilité réduite ou bien qui ont besoin de compagnie. Mais derrière, quelle est l'intention? Et aussi, il faut faire attention à ne pas mettre de côté le côté humain, parce que le danger, c'est que très facilement, on met de côté les personnes pour remplacer par la technologie. Et du coup, on perd notre humanité, on perd le sens des relations sociales. Aujourd'hui, il y a des personnes qui, pour des problèmes psychologiques, conversent avec l'IA. Et l'IA te répond comme un humain.
Écoute, tu te sens aujourd'hui comme ça parce qu'il y a ça, ça, ça. Il te donne des réponses qui sont précises. Bon, c'est pas mauvais, mais ça, c'est à cadrer quand même. Il faut savoir jusqu'à quel niveau il faut se limiter pour que le côté humain, les interactions humaines ne soient pas complètement remplacées par la technologie. Et malheureusement, c'est ce vers quoi on tend aujourd'hui. C'est pour ça que j'attire l'attention des éducateurs, des institutions. Il faut classer des cadres. Il faut bien encadrer ça pour que ça devienne quelque chose d'utile et non pas de nocif. Et aussi, voilà la dernière question que j'avais aussi sur l'IA. On dit aujourd'hui que l'IA va remplacer beaucoup de professions, beaucoup de métiers. Bon, est-ce que c'est, à ton avis, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Ou alors il y a des points sur lesquels il faut insister? Oui, bon, l'IA va remplacer beaucoup de professions, surtout des professions qui ont tendance à effectuer des tâches répétitives ou bien des trucs assez simples. Ça va commencer, ça commence d'abord par transformer les métiers. Je prends par exemple le métier d'assistant, ou bien secrétaire de direction et tout ça, ou pour faire un rapport de réunion, vraiment, tu n'as plus besoin forcément d'assister à toute la réunion et de faire le point. Il suffit d'enregistrer toute la réunion et ensuite tu demandes à l'IA de te ressortir ça en rapport résumé, de te sortir le point, toutes les résolutions et il le fait en quelques secondes. Donc la première phase, c'est ça, c'est le remplacement c'est la transformation en fait de certains métiers. Et c'est la raison pour laquelle moi je dis aujourd'hui, c'est devenu un outil indispensable et il est important de s'y mettre, de savoir comment il fonctionne, mais pas de rester au niveau de l'utilisation, mais d'aller jusqu'à la manipulation des algorithmes pour que l'outil soit utile. Ça veut dire que quel que soit le secteur dans lequel on fait, à un moment donné, il va falloir être capable de manipuler ces algorithmes pour avoir les réponses, pour que ce soit utile à notre service. D'accord, parce qu'aujourd'hui, on utilise du déjà conçu complètement. Donc ça, c'est la première phase. La deuxième phase, ça va dépendre de tout ce qu'on est prêt à mettre comme moyen. Mais l'IA coûte trop cher pour venir remplacer tout. Il y a déjà la consommation en termes d'énergie. Je ne suis pas sûr. Moi, je dis au Cameroun, même, on va d'abord couper la lumière. À un moment, la lumière, on va d'abord couper. D'accord. Il y a la consommation en termes d'énergie. On dit, par exemple, la version 5 ou 6 de ChatGPT va consommer plus d'énergie que toute la ville de New York. D'accord. Et maintenant, si les entreprises poursuivent l'évolution technologique, doivent peut-être tous les 2 ans ou tous les 2 ans ou tous les 3 ans remplacer le matériel informatique parce qu'il faut s'aligner, ça va devenir trop cher. Est-ce que les gens seront prêts à payer ça? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Donc moi, je pense que pour l'instant, on se concentre sur la première phase de s'adapter à ça et de monter rapidement pour être capable de s'approprier de ces algorithmes pour que ce soit des outils au service du métier dans lequel on exerce. Ok, merci beaucoup. Ça, moi, pour quelqu'un comme moi qui était un peu dans les nuages, bon, je retombe un peu sur terre et je comprends mieux les enjeux derrière tout ça. Mais j'aimerais insister sur les robots. Oui. Est-ce qu'un jour on va assister à un phénomène genre à la Terminator, quoi, qu'un jour ils vont devenir tellement autonomes qu'ils vont détruire toute l'humanité? Ils sont déjà autonomes. Certains sont déjà autonomes puisqu'ils ont les données. On n'a plus le temps il y a eu une période d'apprentissage, on leur a fourni des éléments. Ils peuvent. Maintenant, tout dépend des accords. Qu'est-ce qu'on permet? Et c'est la raison pour laquelle je dis qu'il faut que les gouvernements et tout ça posent des garde-fous. Pour pouvoir surveiller ce qui est conçu. Est-ce que ça respecte les droits de l'homme et tout, les notions de liberté? Bon, je ne sais pas. Mais il faut que ce soit fait sous contrôle. Parce qu'en fait, tout est dans l'intention de celui qui conçoit. Oui, ça peut, mais qu'est-ce qu'on va permettre d'ici là? Qu'est-ce qu'on sera prêt à investir? Et l'autre sujet sur lequel que tu as abordé et qui est aujourd'hui, je pense, quelque chose qui fait peur à beaucoup de personnes, dont moi-même, c'est la cybersécurité. Enfin, la cybersécurité. Moi, j'aimerais d'abord savoir, est-ce que ça se limite? Est-ce qu'on parle de cybersécurité, on parle seulement d'Internet ou alors il y a autre chose? Alors, quand on parle de cybersécurité, bien sûr, on parle de la sécurisation du cyberespace, qui est Internet. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de zone dans le monde où on n'a pas Internet. Internet fait partie du quotidien de tout le monde. Et c'est justement parce qu'il y a cette
j'essaie de m'utiliser les mots moins techniques. Hein. C'est Je mieux. voulais parler de surface d'attaque, mais bon. En fait, c'est parce qu'aujourd'hui, tout peut être connecté qu'il y a de plus en plus d'attaques. OK. Tout peut être connecté. On peut connecter les êtres humains, on peut connecter les frigos, on peut connecter compte bancaire. Je peux consulter mon compte bancaire en ligne, je peux faire un achat en ligne, je peux. Donc, il y a des opérations chirurgicales qui peuvent être effectuées à distance. Tout peut être connecté. C'est parce que justement tout peut être connecté qu'il y en a qui vont vouloir tirer avantage du fait que tout peut être connecté. OK. Et l'Afrique aujourd'hui est la cible de nombreuses cyberattaques. Il y a de nombreux groupes. Oui, au Cameroun, par exemple, surtout les institutions financières sont la cible. Il y a de plusieurs milliards de francs CFA. Je n'ai pas encore le rapport de 2025. Je crois qu'il sera disponible d'ici la fin du mois, mais le rapport de 2024 se chiffrera à plusieurs milliers comment j'ai dit, à plusieurs milliards en fait. Nice. De pertes au Cameroun seulement. Oui. Wow. À plusieurs milliards. Et pratiquement tous les secteurs sont touchés. OK. Tous les secteurs sont... Bon, c'est vrai que la cible aujourd'hui en Afrique, c'est beaucoup plus les institutions financières, beaucoup plus. Mais il ne faut pas oublier également qu'il y a des questions de souveraineté où les États étrangers attaquent d'autres États. Oui, bon, maintenant l'attaque ne sera pas l'attaque dans le sens de vous priver d'accéder à, mais ce sera une attaque qui aura pour objectif, par exemple, le vol de données, l'exfiltration de données, ou pour des objectifs de commercialisation. Dès qu'on a des données sur vous, on sait ce qu'on peut vous vendre, on sait comment on peut vous manipuler. Si quelqu'un a des données sur vous, il sait comment il peut vous contrôler. OK. Et dans ce sens-là, justement, est-ce que tu penses que la prochaine guerre mondiale, je ne sais pas la prochaine ou bien celle qui se joue actuellement, c'est la cyberguerre? Non, c'est l'actuelle guerre en fait. La cyberguerre? Oui, c'est l'actuelle guerre. OK. Les autres guerres là, bon, OK, elles sont là parce qu'il y a des questions d'intérêt, mais l'actuelle guerre est cybernétique. Elle a commencé il y a environ, pour l'Afrique, pour ce que je sais de l'Afrique, elle a commencé il y a environ 10 ans, peut-être un peu plus. Oui. Et est-ce qu'elle peut s'arrêter un jour ou bien? Non. Bon, plus on est connecté, plus ça va seulement aller. Non, ça va continuer. OK. Ça va continuer. Et voilà. Et donc pour finir là-dessus, bon, peut-être on va faire une autre vidéo, on va entrer dans les détails de cette actualité-là. Mais la dernière question que moi j'aimerais poser sur ce volet-là, c'est quel est le meilleur moyen de se protéger? Tu rentres au village. Aïe. Tu rentres au village. Ah bon? Bon, ça dépend. Quel est le meilleur moyen de se protéger? Tu te déconnectes tout simplement, voilà le meilleur moyen. Maintenant, si tu veux continuer à fonctionner, c'est-à-dire tu as des activités qui tournent et tout ça, tu veux continuer à être connecté, à communiquer avec les autres, il faut s'éduquer sur le plan. Il y a pas mal de programmes de formation, d'éducation à la cybersécurité qui sont gratuites et qui sont un indispensable pour tout le monde. Comment protéger les données de son téléphone, comment protéger ses données personnelles, comment communiquer de manière sécurisée sur Internet, même si ça n'assure pas une protection à 100%, ça fait quand même un travail. Oui, un minimum. Il faut également privilégier pour certains échanges, il faut privilégier les échanges physiques. Rencontrer, moi je vois des gens qui envoient des documents officiels sur WhatsApp, des gens qui ont des groupes de travaux sur WhatsApp. Bon, OK, c'est peut-être facile, mais vous continuez à alimenter les IA. Moi, je dis, et même parlant de l'IA, si on veut affaiblir l'IA, il faut lui donner le moins de données possible. OK. Donc, nous qui travaillons beaucoup en ligne, là, il faut réduire. Oui, il faut réduire. OK. Il faut réduire. Ou encore, bon, je sais pas si avec les algorithmes de chiffrement, s'ils n'y accèdent pas, bon, ça, il faut voir jusqu'où ils accèdent parce que les plateformes ne sont pas contrôlées toujours par nous. Donc, oui. Privilégier les rencontres physiques. Pendant les rencontres physiques, déconnecter les téléphones quand vous avez des communications sensibles, parce que les téléphones, ordinateurs et tout ça, ça reste sur écoute. OK. Oui. Donc mon ordinateur est sur écoute en permanence. Bien sûr, les téléphones et tout ça, c'est sur écoute. Quand c'est connecté, bien sûr. Vous n'avez jamais remarqué que par moment, vous tenez une conversation à côté, vous parlez je sais pas moi, peut-être d'un téléphone ou d'un ordinateur, et dès que tu lances soit le Facebook ou n'importe quoi, tu vois qu'il te présente une publicité qui est dit. Oui, voilà. Ça m'est déjà arrivé. Oui. Ça m'arrive même. Bien sûr. C'est écoute, sur écoute. Donc, OK. C'est bon à savoir.
les téléphones Android et tout ça, c'est sur écoute, ça tout le monde le sait normalement. Bon, nous ne sommes pas dans nos mots. Ok, merci pour ces informations, Edith. C'est vrai qu'on est déjà vers la fin. Et vraiment, moi, je te remercie beaucoup parce que les informations que tu as données sont très... Il y a beaucoup de choses que je ne savais pas. Il y a beaucoup de choses. Je suppose qu'aussi parmi ceux qui nous suivent, il y a beaucoup de choses que beaucoup ne savaient pas et qui va leur permettre, ça va les aider à avoir les meilleures informations. Et puis bon, moi, pouvoir revenir à ce qui à l'essentiel de notre échange. Qu'est-ce que toi aujourd'hui tu recommanderais à quelqu'un qui veut se lancer dans l'informatique de fait? C'est-à-dire que il connaît seulement le terme informatique, il a vu la télé, les technologies, il a vu les téléphones et il veut vraiment se lancer dans ça. Qu'est-ce que tu, en dehors du fait, comme tu as dit, de se connaître, qu'est-ce qu'il doit faire? La cybersécurité. Ok. Surtout s'il a peur de chômer. Ok. Et puis... Mais même si je privilégie le fait qu'il fasse une bonne orientation pour savoir véritablement quel est son appel et comment est-ce que dans la technologie peut répondre à cet appel. Mais s'il ne sait pas encore, il faut pas. Et voilà. Et maintenant aussi, le deuxième volet s'adresse aux parents. Parce que, comme tu l'as dit, parlant de la femme, mais moi je parle du parent en général, qui a un rôle important dans l'éducation et dans l'orientation de l'enfant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que beaucoup aujourd'hui disent, parce qu'ils laissent les enfants accéder au téléphone, à la télé, ils pensent qu'ils ont fait quoi? Ils ont fait ce qu'il faut pour que l'enfant ait accès à l'informatique, parce que l'enfant de 2 ans peut prendre un téléphone, le déverrouille, ils disent que l'enfant connaît l'informatique. Mais est-ce que c'est vrai? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut éviter déjà de laisser les enfants d'un certain âge en contact avec les écrans, parce qu'aujourd'hui, on observe une décérébration. Ça veut dire qu'un affaiblissement cérébral, une diminution des capacités cérébrales. Et ça, c'est dû à cette exposition accrue aux écrans. Okay. Vous allez voir que généralement, quand on utilise des appareils, à un moment donné, on a du mal à se concentrer. On a du mal à se concentrer, il y a des travaux complexes qu'on n'arrive plus à faire. Donc, il faut des enfants d'un certain âge pour laisser le temps à leur cerveau de bien se développer. Il faut limiter véritablement à maximum 2 heures de temps par jour l'exposition aux écrans. Alors, pour ceux qui ont à partir de 16 ans, parce que aussi, les devoirs d'école aussi, souvent ils en ont besoin, qu'ils le fassent sous contrôle parental. Oui, il y a des applications de contrôle parental qui font que quand l'enfant, pour donner l'autorisation à des applications que l'enfant peut utiliser, vraiment le faire sous contrôle. Aujourd'hui, je remarque que les parents ont démissionné de leur rôle. C'est pas évident, je comprends les parents, mais aujourd'hui, plus que jamais, les enfants doivent être impliqués dans le quotidien des enfants. Apprendre à devenir parents. Aujourd'hui, c'est pas évident. Les parents doivent apprendre à devenir de bons parents, de bons accompagnateurs pour leurs enfants. Et bon, en dehors de ça, qu'est-ce qu'un parent doit donc faire pour que demain son enfant ne soit pas en retard technologiquement? Commencer avec les programmes. Nous avons déjà bien choisi l'école de l'enfant. Déjà bien choisi l'école de l'enfant. Voir si dans l'école ils donnent quand même un minimum. Dans la mesure du possible, faire participer l'enfant à des ateliers technologiques pour lui permettre de découvrir ces domaines. Comme Solidify. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien qu'étant dans la technologie, je dis aussi qu'il faut que l'enfant soit exposé à la nature. Moi, je dis il faut faire attention. La technologie est bien, elle vient avec des outils, mais il ne faut pas que toute la vie en dépende. Ça veut dire que pour que la personne humaine, la personne intellectuelle, tout ça continue à se former, il faut qu'il ait d'autres activités manuelles, peut-être du jardinage, du bricolage à la maison, des activités qui ne sont pas liées à la technologie. Ça va davantage permettre à ce cerveau de se former. Maintenant, à côté, de temps en temps, vraiment dans la mesure du possible, mettre les enfants à des ateliers de codage, surtout, de codage, de robotique, parce que dans la robotique, il est capable de développer des solutions. Et pour ça, nous avons des programmes appropriés. Pour les enfants à partir de 10 ans. Et maintenant, donc, pour finir, comment est-ce qu'on fait pour bénéficier des services d'Edify? Est-ce qu'il y a
Comment? Si je veux maintenant profiter d'une formation d'Edify, je fais comment? Alors, pour les formations, nous les faisons en ligne et en présentiel. Donc, vous allez sur notre site web www.edify.site ou alors vous nous contactez. Le numéro va s'afficher au bas de l'écran. Vous nous faites un mail ou un message WhatsApp, le moyen qui vous semble le plus simple. Et puis, on va commencer par vous écouter, savoir quels sont vos objectifs. Et puis, on trouvera le programme et le mode de formation le plus approprié. Et pour ceux qui veulent digitaliser, comme on l'a dit, bien protéger leurs données, pour ceux qui ont leur business ou leurs affaires qui veulent protéger ou bien augmenter la productivité et l'argent. Bien sûr, vous nous contactez toujours. On va commencer par étudier votre entreprise, votre besoin, et puis en fonction de vos besoins, on vous donnera la solution appropriée. Donc pour ça, la même adresse. Donc vous nous contactez et puis on répondra. Ok. Bon, merci encore une fois de plus, Edith. Merci à toi, Amel. Merci, Edify. Et puis, merci au nom de toute l'équipe Edify. Voilà. Et puis, bon, j'espère que cette vidéo permettra aux uns aux autres de mieux comprendre et puis d'aider les gens à mieux choisir, à mieux se déterminer, à mieux s'autodéterminer dans les domaines de l'informatique, des télécoms et tout ce qu'on a vu ici. Et puis, nous te souhaitons que du succès. Merci. Parce que être déjà au niveau où tu es, c'est extraordinaire. Et puis, comme tu as dit, tu n'as pas encore fini. Non. Donc, nous pouvons te souhaiter que de la réussite. Et puis, bon, que tu continues à impacter les gens. Tu as dit que tu as transformé la vie de 100 personnes. Espérons que ça atteigne beaucoup plus et que ça puisse nous aider à mieux vivre, à mieux vivre et aux gens de mieux réaliser ce qu'ils ont réalisé. Donc, comme ce que fait Anka. Donc, est-ce que, bon, un dernier mot de fin pour pouvoir conclure la vidéo et puis... Alors, le mot de fin, c'est identifie ton rêve et mets un plan d'action pour le réaliser. C'est un truc fort. Pardon, répète pour les gens qui n'ont pas bien compris. Répétez un peu là. Donc, identifie ton rêve, ta mission et mets sur pied un plan d'action pour le réaliser. Ok, sur ce, donc, nous n'ayons plus rien à dire de plus que ça. Merci à chacun de vous de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés. Ça a été un peu long, mais c'était très important pour pouvoir mieux comprendre et baliser tous les éléments liés à l'informatique et aux télécommunications. Et puis, n'oubliez pas de partager et puis de faire des commentaires. Si vous avez d'autres questions que peut-être on n'a pas abordées, posez-les. Si vous avez des remarques et des suggestions, dites-le nous en commentaire et puis nous nous chargerons de vous répondre et de vous accompagner si le besoin se fait ressentir. Donc, merci encore une fois de plus et puis ciao. Au revoir, Edith. À bientôt.